Bonsoir. La rue gronde à quelques jours du scrutin présidentiel. En pleine campagne électorale, plusieurs manifestations ont secoué le pays, donnant lieu parfois à des incidents et à des violences. Le point de la situation tout à l'heure dans le Live Actu. Nous disions tantôt, la campagne électorale a démarré depuis le 15 octobre dernier. Les candidats Alassane Ouattara et Kwadwo Konan-Bertin ont tous lancé leurs opérations, tous les deux de sélection auprès des électeurs de l'intérieur du pays. Entre-temps, une délégation de la CEDEAO était en mission à Abidjan pour un processus électoral apaisé. Et pour analyser tous ces mouvements sur le front social, nous recevons ce soir le sociologue Koné Rodrigue Fayraman. Avec lui, il sera question de la crise politique, de la campagne électorale et des récentes manifestations en Côte d'Ivoire. Ici, on informe, on analyse et on discute. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Le week-end a dû être chargé pour nos amis de la Z-Team. Sophia Aïda, bien votre week-end? Super. D'accord. Élie Brou? Très bien. Le vôtre? Il était chargé, composé de quoi votre week-end? Repos, Bien. Bon week-end. Hein. Repos, famille. Disco. Disco. Disco? Ouais. C'est un diminutif. Non, disco. C'est-à-dire que... Vous avez écouté de la musique disco? Non, j'étais invitée à un anniversaire, le thème c'était disco. Ah oui, donc pantalon avec bas évasé, Et coiffure afro. Ryan a été là-bas? Non, malheureusement. Elle n'a pas voulu nous prêter son afro. Non, parce qu'elle le garde partout. Alors bonsoir, moi j'étais... Bonsoir, ça va très bien. Brice. Et toi, tu vas bien? Oui. D'accord. Oui. Moi ce week-end j'étais à un tea time. Dégustation de thé. Un tea time? Ouais, un tea time. Pourquoi vous faites rien comme tout le monde? Quand tout le monde est parti, elle est à la maison. Et là, du coup, tout le monde était au repos. Ouais, j'étais pas à la maison. Tea time. Comment ça se passe, un tea time? On déguste des thés et puis là c'était pour une marque. Donc on est 8 autour d'une table et on fait... Oui. En toute délicatesse. Avec des petits gâteaux. Des petits fours, c'est ça. On s'ennuie pas, c'est tea time party? Ah non, pas du tout. On papote. On papote. C'est ça. On parle de l'actualité. Après, je comprends le secret de votre... Très bien. Serge Kouachi, vous, je suis sûr que c'était pas un tea time. Ah, pourtant, j'ai été invité au tea time d'ailleurs, mais Ouais. après, je me suis dit que c'était peut-être une affaire de papotage et que ça devait rester exactement ça. voilà. J'ai préféré suivre ça sur Internet. Donc, mon week-end, en gros, c'était ça. J'ai suivi les discos, les tea time sur Internet. Et voilà, c'était assez reposant. Bon, je vous en fais pas la promesse. Votre week-end? Qu'est-ce que tu as fait? Mon week-end, c'était un week-end à cheval entre le tea time, le disco. J'étais un peu en famille et j'ai aidé M. Kouachi à surveiller un peu regarder. tout ça, histoire que les gens ne viennent pas nous dire des choses sur le plateau. Voilà, je crois que ça a été un week-end plutôt riche. Sur ce, on va entamer ce rendez-vous, si vous le voulez bien, avec les nouvelles du jour. Le tour de l'actualité, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. J'ai travaillé là. Je crois que c'est à vous. Et voilà. J'ai travaillé la façon de m'asseoir. Ça se voit. Ça se voit. Ouais, c'était smooth. Très bien. Alors, la situation sociopolitique, vous le savez, vous le constatez, est marquée par la campagne présidentielle. Déjà, on va en parler. Avec vous, Sophia Aïda, des nouvelles, les campagnes ont été lancées, aussi la campagne globalement. Mais bon, chaque candidat a parlé à ses militants. Vous nous en faites un peu le point? Yes. Alors, la campagne, comme tu l'as dit, Brice, est en cours. Pour l'instant... L'image d'illustration de la campagne, c'était... Non, elle n'est pas l'antenne, je vous rassure. La campagne est en cours, mais pour l'instant, il n'y a que 2 candidats en pleine campagne, on va dire. Donc Alassane Ouattara et Kwadwo Konan-Bertin dit KKB. Ils ont tous les deux lancé leur campagne présidentielle depuis le vendredi 16 octobre 2020 à l'intérieur du pays, respectivement à Divo et à Bouaké. Alors actuellement, leurs équipes sillonnent différentes localités ivoiriennes depuis le lancement officiel donc, de la campagne le 15 octobre 2020 à la conquête des électeurs. Donc Bassam, Trècheville, Yopougon, Gagnoa et Mans font entre autres partie des localités ayant reçu le passage du candidat Ouattara et de ses équipes. Et Bonois a reçu le candidat KKB. Je souris parce que tout à l'heure,
on était en train de m'expliquer comment prononcer Mbonoa. Est-ce que Ouais, parce que Sophie Aïda, elle dit Mbonoa. Je dis pas Mbonoa, je dis Mbonoa. D'accord. Donc a reçu le candidat Kakabe dans le cadre de sa campagne à lui. Donc par contre, ce qu'on a pu observer pour l'instant, c'est que les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan appellent de leur côté à un boycott actif du scrutin présidentiel. Donc pour l'instant, voilà. Ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas concernés déjà. Mais les autres, hein, pour revenir au point de la campagne électorale, je le disais jeudi, je pense la semaine dernière sur le plateau, déjà très tôt le matin du jour du lancement de la campagne, on avait vu de grandes affiches, des panneaux donc, du candidat Alassane Ouattara. Et puis on s'était posé des questions concernant les affiches. Quelqu'un me disait que les affiches de Kakabe devaient être à l'impression. Et le lendemain... On les a vues, certaines... oui, mais pas autant que celles du candidat Alassane Ouattara. On a vu certaines images montrant les panneaux pour la campagne électorale de Kakabe, dont une qui nous a fait sourire, un panneau d'affichage de son affiche, en fait, qui était juste à côté d'un étal de soutien. De soutien-gorge. De soutien-gorge, voilà, et ça faisait référence au soutien du peuple ivoirien qui recherche et tout ça. Donc c'était assez drôle, mais assez pas cocasse, autant. j'ai vu, oui. Voilà, pas autant en tout cas, on ne voit pas autant d'affiches du candidat Kakabe à cette élection présidentielle. Et je pense que ça me rend nostalgique aussi de la période où on voyait des affiches de différents candidats et où les internautes avaient le plaisir de décrypter en long et en large ces affiches de candidats parfois caustiques, parfois drôles et tout. Voilà. Donc on a juste 2 candidats qui sont en lice. On a quand même eu cette période-là, pas comme toutes les autres années, parce qu'on l'a eu un peu en amont de ce processus. C'était au moment où les candidatures étaient déposées à la CEI. On a eu cette période sur Internet où les internautes se sont quand même amusés à décrypter les candidatures. Mais c'est vrai que ça nous manque aussi de pouvoir voir ces différentes affiches-là sur la toile. Jeudi soir, sur une chaîne de la TNT, j'ai pu voir la vidéo de campagne justement du candidat Alassane Ouattara, mais je n'ai pas vu les autres vidéos des autres candidats, même Kakabe, il n'y avait pas de vidéo. Alors, il y a aussi il y a quelque chose qu'il faut noter. C'est vrai qu'il y a la caution au niveau des dépôts de candidature et tout ce qui devait être des validations au niveau de la CEI et du Conseil constitutionnel, qui est de 50 millions d'ailleurs, mais aller à une campagne présidentielle, ça demande beaucoup d'argent, énormément de moyens. Moi, je dirais, ça demande de l'argent et ça demande de la stratégie aussi. Non, mais vous avez la stratégie, c'est vrai, mais vous n'avez pas l'argent pour déployer, vous n'avez rien. Donc vous devez avoir beaucoup d'argent, en tout cas, pas forcément vous personnellement, mais en tout cas tout votre staff de campagne doit être financé pour pouvoir avoir une campagne qui a un bon retentissement. Et d'ailleurs, j'ai vu sur la toile une vidéo du candidat président Alassane Ouattara qui se moquait un peu de ses adversaires dans une ambiance, on va dire, à l'ivoirienne, avec des punchlines à l'ivoirienne, comme quoi, ah oui, non mais j'aurais entendu dire qu'ils ne sont pas en campagne parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais bon, s'ils veulent, on va leur prêter de l'argent, ce genre de choses. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même le doigt sur un problème. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire une grosse campagne. Vous ne pouvez pas faire, quelle que soit la stratégie que vous puissiez avoir. Enfin, je ne mets pas en doute qu'on puisse faire vraiment du porte-à-porte avec une stratégie ou un marketing vraiment très, qui parle peut-être au peuple, mais avec ces différents moyens que nous sommes en train de montrer du doigt, notamment les affichages en 12 mètres carrés en ville, les cars, les spots publicitaires qui passent sur des chaînes de télé, ça demande énormément de moyens. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup, à part ceux du candidat Alassane Ouattara. C'est pour ça que dans certains pays, certains candidats en tout cas lèvent des fonds et déjà se préparent au moins 1 an ou 2 ans à l'avance pour, comme tu as dit, ils activent le lobbying autour de leur campagne pour pouvoir avoir des donateurs qui financent un peu leur campagne électorale. Donc est-ce que finalement Kakabe a cette force de frappe qui lui aurait permis en tout cas d'être beaucoup plus présent pour ce début de campagne au niveau des affichages à l'extérieur, au niveau même de la campagne télé, parce qu'il faut des spots, il faut en faire régulièrement. Donc
il a dépensé 50 millions, mais est-ce qu'il est, il est capable de... J'ai imaginé, et je le fais tout le temps, hein, les membres de son staff en train de regarder cette émission, en train de vous exprimer sur la question. Je n'ai pas en train de dire, on n'a pas dit notre dernier mot. Oui, non, mais justement, on a eu justement, et pour équilibrer, on a eu un invité sur ce plateau qui était candidat malheureux justement à cette élection, qui n'a pas passé le filtre de la CEI, je pense, qui nous a dit ici, enfin du Conseil constitutionnel, pardon, qui nous a dit, et qui est une chose qui est très vraie, hein, que c'est pas à coup de billets qu'on dénote de la force d'un programme présidentiel. Donc nous ne sommes pas en train de dire que si vous n'avez pas d'argent, vous ne ferez pas un bon président. Nous sommes juste en train de dire qu'aujourd'hui, et malheureusement dans le monde dans lequel nous vivons, si vous n'avez pas d'argent, en termes de visibilité de campagne, ça va être un peu difficile. Il a raison de le dire. C'est vrai que l'argent ne fait pas tout de toute façon, parce que si vous n'avez pas de charisme pour attirer des foules, si vous n'avez pas un leadership né pour pouvoir inspirer des foules, voilà, vous ne pouvez pas mobiliser. On voit le cas par exemple aux États-Unis, on a vu le cas de Barack Obama, il a levé des fonds, mais il avait ce charisme et ça venait à un moment donné où les Américains voulaient avoir un nouveau visage. Donc même sans moyens, peut-être qu'il aurait même gagné l'élection. À contrario, il y avait Donald Trump que les gens définissaient comme quelqu'un qui n'en avait pas du charisme. Mais par contre, il avait de l'argent et ça ramenait des mondes. Non, mais pas qu'il a du charisme. Non, Donald Trump, il a du charisme. Il est apprécié par une tranche de la population américaine qui se sent en minorité, qui est pauvre et tout. Il a du charisme. Et puis, parce que les gens ne se sentaient pas à l'aise avec le mandat d'Obama et finalement il a fait de la télé aussi longtemps. Donc c'était un personnage. Voilà, il était populaire. Propriétaire de chaîne de télé aussi. Propriétaire de chaîne de télé, propriétaire de Miss Univers aussi, dont on parlait justement la semaine dernière. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait de l'influence. Il a les moyens de son charisme. Et je pense qu'il a les moyens de s'acheter de bonnes stratégies autour de lui. Donc, Et après, est-ce que le président en exercice aussi ne bénéficie pas peut-être aussi d'un avantage de plus de ressources. Parce que de plus de ressources, ça fait 10 ans qu'il est présent. Quand vous parlez de ressources, vous parlez de ressources humaines. Oui, de ressources humaines financières également. Financières, je ne m'aventurerai pas sur cette question. Pourquoi vous le dites déjà, Edith? Non, quand je parle de ressources financières, il a travaillé au FMI, il a quand même une certaine richesse quand même. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit président en place. Absolument pas, absolument pas. Donc c'était pour le désigner en fait, je pense. Et je pense qu'il est surtout accompagné. Il a des cadres dynamiques qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir également accompagner la campagne, apporter des dons en nature comme l'élaboration de pancartes ou d'affiches. Voilà. Ouais, les gens porteront leur soutien si vous voulez. Parler de levée de fonds dans certains pays, peut-être qu'ici c'est des soutiens spontanés. Voilà, exactement. Voilà. On a vu des populations qui ont cotisé également pour sa campagne. Je vous ai rattrapé. Je reconnais que je vous ai rattrapé. Et puis malheureusement, à côté de ce visage-là, il y en a un autre. Malheureusement, c'est le visage de ces régions endeuillées par des incidents, par de la violence. Effectivement, ce week-end a été très mouvementé, donc hormis les tea time et les discos, à l'intérieur du pays et même à Abidjan, on a pu remarquer ce week-end des mouvements. Donc ça a commencé samedi, donc avec le domicile du président du Front populaire ivoirien qui a été incendié. Donc c'était suite à des affrontements entre des autochtones et des allogènes. Ça avait commencé vendredi, ces affrontements, mais c'est vraiment samedi que les bilans ont pu montrer des dégâts matériels, comme par exemple des commerces qui se sont perdus. Et puis justement cette maison, ce domicile-là qui a été incendié. Donc il faut rappeler quand même qu'il est le président du conseil régional de Bongouanou, et c'est là-bas que ça s'est passé. Il avait subi le même sort en 2011, à la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et ça se produit, on remarque que ça se produit un peu l'appel qu'il avait lancé à ses militants pour qu'ils empêchent les opérations liées à la bonne tenue du scrutin. Et puis dans la nuit du 17 au 18 octobre, encore un petit coup pour le FPI, puisque c'est cette fois-ci le siège du FPI à Bangolo qui est incendié. Donc Bangolo, une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui est incendiée par des individus non identifiés. Et aujourd'hui, on a pu le remarquer depuis ce matin, il y a eu des mouvements en ville, donc dans des zones comme Cocody, comme la Rivera 2 et tout ça. À Bonois notamment, donc pas Mbonois mais Bonois, on a pu remarquer des barricades, les axes principaux qui ont été barrés par des manifestants. Certains dénombrent au moins une centaine de manifestants.
À Yopougon, des écoles ont fermé, des lycées, certains élèves ont été délogés de leur lycée et primaire. À Cocody et toute la zone Rivera, c'est des pneus. Alors des véhicules, par contre, administratifs et des bus ont encore une fois été brûlés. Donc, on essaie quand même d'appeler à la discipline de tout un chacun. Manifester, oui, mais est-ce qu'on continue de casser et de brûler? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, pour ce début de campagne, on voit que ça appelle encore à des manifestations, ça appelle encore à des petits dégâts qu'on espère ne vont pas s'agrandir. Petit ou grand? Petit ou grand. Voilà. Donc, Et on a eu aussi les élèves qui ont été, pour certains, empêchés ou ont dû retourner à la maison. c'est ça. Mais que ce n'était pas lié parce qu'on a eu la FESI qui a fait une déclaration pour dire que cette grève qu'ils avaient entamée aujourd'hui concernait uniquement les revendications sur la COGES et les frais d'inscription. Donc, ils affirment, en tout cas dans leur communiqué, que les... En tout cas, aujourd'hui, c'est un ensemble de mouvements qui ont un peu alerté la population. Oui. On recevait, moi j'ai reçu ce matin des messages, des petites alertes me disant de faire attention. Comme de moi. Bon, déjà, dans cette période-là, justement, concernant les messages, je prends un mot, il faut faire attention aussi. Il faut faire attention parce que il faut faire très attention à la psychose. Il ne faut pas tomber dans la panique. Je suis d'accord qu'il faut faire attention à la psychose, mais quand on voit ces images... Je ne parle pas des images, je ne parle pas de ce qui s'est passé, je parle des messages, par exemple. Oui, mais c'est des messages, c'est des messages pour faire attention avec des images. Sophie, on va laisser Serge d'abord terminer, et puis je reviendrai à vous tout à l'heure. Allez-y Serge, pourquoi ? Il faut toujours avoir des sources, en fait. Il faut toujours vérifier les sources, surtout des messages que vous recevez, parce qu'on peut même vous dire que dans votre quartier, ils sont en train d'assassiner ou de brûler quelqu'un, et si vous ne sortez pas pour regarder, vous allez tout de suite paniquer, alors que des fois, vous pouvez sortir et regarder, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'intox. Il faut faire attention dans cette période-là. Je vous vois pas très content de ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment par expérience dans ce pays-là. Il faut vraiment faire très attention à cette période-là. J'ai promis à Sophie de donner son point de vue. Je suis d'accord qu'il faut faire attention, mais après, ces messages, en général, sont suivis d'images, des vidéos, des photos. Non, mais c'est pas comme si... Et puis des alertes. Et puis c'est des alertes. C'est aussi ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. C'est aussi toutes les informations sur les campagnes. Non, mais là, tu as parlé de messages que tu as reçus. On parlait de ce qui s'est passé ce matin. Donc moi, ce que je dis, c'est quand tu reçois des messages avec des photos, avec des images, je veux dire... Les photos et les images, pourquoi il faut faire attention aux photos et aux images? C'est que dans ce pays-là, on a connu plusieurs crises. Et des fois, il y a des petits malins qui s'amusent à faire des montages avec peut-être des images de 2010, de 2011, avec des news pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Donc il faut faire attention. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'alerte. Mais il faut que ces alertes soient officielles, s'il vous plaît. Il a totalement raison, parce qu'en période électorale, on le voit même aux États-Unis, on l'a vu pendant la campagne électorale de 2016 aux États-Unis, en période électorale, le nombre de fake news qui sont produites, c'est inimaginable. Donc on est dans une période où il faut véritablement faire attention à l'information qu'on reçoit. Aux sources, à vérifier même avec, par exemple, Google Images, on voit une image, par exemple, on peut vérifier à quel moment cette image a été produite. C'est ce que je dis. On parle de retweeter et partager. Faites attention aux retweets, faites attention au partage, parce que si l'information est fausse, malheureusement, elle peut vous incriminer, en fait. En tout cas, quand on reçoit des messages, je pense que quand on reçoit des messages des ambassades, à ce moment-là, je ne sais pas quelle autre information... C'est beaucoup plus sérieux, je peux vous dire. Sophie Aïda, si ces informations proviennent ou émanent des ambassades, d'institutions crédibles... Ou si ceci sont des sites internet comme... Enfin, je ne vais pas citer les noms, mais des sites internet de news... Même si tu le reçois, on peut facilement trafiquer un communiqué avec des logos qu'on prend sur internet. Oui, mais à ce moment-là, ça va beaucoup plus loin, mais il y a beaucoup de gens qui ne... Allez vérifier sur les réseaux sociaux de l'institution en question. Bon, mais là, on est sûr qu'on a On s'est déjà retrouvés. En tout cas, je voyais les flammes ce matin. J'ai vu la fumée, j'ai vu les flammes, donc je sais que c'était pas une intox. Très bien. Donc les autres disent qu'il faut faire attention aux informations que vous recevez, ne pas juste spontanément ou comme ça retweeter sans avoir vérifié. Achetez votre billet d'avion juste à cause d'une information et d'un SMS reçu. Ok. Je ne répondrai pas à ça, je vous rassure. Thank you. Je vous en prie. Bon, alors, au chevet de la Côte d'Ivoire, il y a la CEDEAO qui est en mission pour nous éviter, effectivement, ces situations que nous vivons. Une mission de décrispation.
Oui, effectivement, une mission qu'on peut appeler mission de décrispation, comme tu le dis, une mission ministérielle qui s'est tenue du 18 au 19 octobre à Abidjan. Et cette mission était conduite par la ministre des Affaires, c'est une mission ministérielle, comme je l'ai dit, et elle était conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, Madame Shirley Ayorkor Botchwe, j'espère que je prononce bien, par ailleurs présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Elle faisait également partie de cette délégation. Il y avait les ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Togo, ainsi que le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, le général Béanzin. Cette mission de la CEDEAO s'inscrit dans le cadre de la diplomatie préventive visant à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l'élection présidentielle dans une atmosphère apaisée. Elle entre dans le cadre du protocole de la CEDEAO relative aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et au cours de ce séjour, la mission a rencontré les différentes parties prenantes au processus électoral. Donc, ils ont également rencontré le président et candidat Alassane Ouattara. La mission aussi a eu des consultations avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les candidats Henri Konan Bédié, Pascal Afine-Guessant et Kouadio Konan-Bertin. Cette mission s'est également entretenue avec le groupe informel d'ambassadeurs, comprenant des ambassadeurs, des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, quelques éléments de leur communiqué. La mission dit avoir observé, et je cite, « la méfiance persistante des candidats et acteurs politiques à entreprendre des initiatives pour un dialogue constructif ». Et cette mission a également exhorté, je cite toujours, les candidats à l'élection présidentielle ainsi que les partis politiques à faire des efforts considérables afin de parvenir à un accord concernant l'élection. Et enfin, cette mission a appelé toutes les parties prenantes à faire preuve d'un maximum de retenue. Donc, c'est la deuxième mission, en tout cas conduite par la CEDEAO. Est-ce que finalement l'objectif a été atteint lors de la première et finalement, quel est l'objectif final de cette deuxième consultation, de cette deuxième mission en terre ivoirienne, puisqu'au final, à part ce communiqué, on n'a pas eu de déclaration commune des partis d'opposition et du parti au pouvoir pour arriver véritablement à un consensus à 12 jours de la tenue de l'élection présidentielle. Bon, il y aura quoi? Le processus est en cours. Ce qu'il faut noter déjà, c'est le fait que les partis ont au moins décidé de rencontrer, même si ce n'est pas tout ensemble, mais chacune a décidé de rencontrer la mission. Oui, ils ont pour lui rencontré exprimer la mission. un certain nombre pour certains des griefs, pour d'autres certainement des propositions pour trouver une solution heureuse à ce que nous vivons, que personne ne veut qualifier de crise. Et je précise également on va utiliser un langage apaisé. Oui, bien sûr, apaisé. Et je pense que du côté du PDCI RDA, peut-être qu'ils en attendaient plus parce que près de 200 militants de l'opposition s'étaient massés devant la résidence du président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour accueillir la dite délégation de la CEDEAO. Je pense que c'était une façon pour eux de mettre la pression aux médiateurs chargés de nous accompagner dans cette sortie de crise finalement. Et on se souvient dans les différentes déclarations sur les réseaux sociaux de ces leaders de partis d'opposition, je pense qu'ils attendaient surtout de recevoir la visite des présidents du Ghana et du Nigeria. Et bon, finalement, c'est une délégation ministérielle qui s'est présentée. Donc on attend la suite, comme on dit, des résultats ou positifs que pourra apporter cette visite, cette mission ministérielle. Je pense que dans les langues, vous avez dit sortie de crise. Bon, je tiens à souligner qu'on n'est pas encore en crise officielle. On n'est pas encore en crise. On est quand même dans une crise préélectorale, hein, mine de rien, parce que nous avons 4 candidats en liste. Nous avons 4 candidats en liste après la décision du Conseil constitutionnel, et il n'y en a que 2 qui sont en campagne. Il y en a 2 autres qui appellent au boicot. C'est quand même une crise quand tu dis qu'il n'y a pas de crise, pourquoi la mission de la CEDEAO viendra 2 reprises en Côte d'Ivoire ? Sans compter qu'il y a des manifestations, il y a même eu des morts en amont et bien avant, donc il y a quelques mois, dans des manifestations de rue, concernant justement le troisième mandat ou le premier de la Troisième République du président Alassane Ouattara. Donc oui, c'est une crise préélectorale, il ne faut pas avoir peur de le dire. Peut-être que tout le monde ne l'apprécie pas comme ça aussi. S'il n'y avait pas de crise, on n'aurait pas toutes ces délégations de la CEDEAO qui viendraient au chevet de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit c'est une mission Après, ça peut être une simple de prévention. décrispation. Et préventive aussi. Et préventive. De toute façon, on a un sociologue que nous allons recevoir dans cette émission. On lui posera la question de savoir si effectivement nous sommes en crise préélectorale ou pas. Parce que préventive, dans le cas de la tenue de l'élection le samedi 31 octobre.
faut le préciser. Notre invité ce soir est M. Koné Rodrigue Fayraman. Il est sociologue, chercheur et analyste sur les questions politiques et sécuritaires. Avec lui, nous abordons la question de la crise politique en Côte d'Ivoire, de la campagne électorale et puis les différentes manifestations, malheureusement émaillées de violence. Oui, malheureusement émaillées de Pour violence. certaines. Exactement. Et les événements actuels semblent nous ramener à la situation de crise électorale de 2010. Alors, vu les tensions actuelles et la crispation de l'environnement politique en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle crise, à des violences en tout cas post-électorales que celles qu'on a connues il y a 10 ans? Bon, déjà, on connaît quelques violences dans cette phase préélectorale. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à des violences comme celle à 2010 ? Ma conviction est que nous pourrions basculer dans des violences. Mais quelle sera l'ampleur? C'est la grande question comparée à 2010. La configuration sécuritaire en 2010 est un peu différente de celle du contexte actuel. En 2010, vous aviez pratiquement deux blocs qui étaient représentés aussi au point de vue sécuritaire par des armées antagonistes qui se sont engagées dans les violences, mais porté derrière aussi par la variable communautaire dont je parlais tout à l'heure, qui influence un peu le jeu politique. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas cette situation de deux armées, d'un territoire qui est partagé, mais le risque des violences, à mon avis, de la communautarisation de la violence politique est quand même grand. Et comme on le voit avec les violences de ces derniers jours, ce sont des violences sur, comme on appelle ça, sur des éléments du processus, mais très rapidement qui se transforment en des affrontements entre communautés. Ça veut simplement dire, comme j'ai dit, il y a des questions qui n'ont pas été résolues par le processus de réconciliation, notamment la question du dialogue politique pour créer un cadre politique assez serein, mais en même temps, à la base, il y a toujours des questions qui restent lancinantes. Et ça, la stratégie politique, je pense, des acteurs en Côte d'Ivoire, c'est là où je parle des questions éthiques et morales, l'instrumentalisation des problèmes économiques ou de la compétition entre les communautés autour de souvent des niches économiques, notamment le foncier, les questions qui sont liées au commerce ou encore aux nouvelles niches économiques, l'orpaillage, ainsi de suite, sont instrumentalisées dans ce contexte politique qui, finalement, fait que les violences ont l'écho qu'elles ont. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la réconciliation n'est pas totale? Puisque, par exemple, la ministre Mariatou Koné a affirmé sur le plateau de TV5 que cette réconciliation était effective. Oui, si cette réconciliation était véritablement effective au niveau politique, on ne serait pas rentré dans cette crise préélectorale et ainsi de suite, ces violences que nous voyons. Je pense qu'il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques et surtout un retour des inimitiés entre je pourrais dire des ténors politiques qui frisent à des vraiment conflits de personnes qui n'ont pas été résolus. Et donc, je crois que le nœud gordien se situe à ce niveau. Il faut arriver quand même, au point de vue politique, à pouvoir créer un dialogue sincère et à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tous les intérêts particuliers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une posture où nous sommes engagés dans un processus électoral, nous sommes en pleine campagne électorale qui est dénoncée par l'opposition. Oui. Les débats, les discussions semblent être rompus aujourd'hui, même si de part et d'autre, on invite à la table de discussion et de négociation. Comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Nous sommes dans une situation où, je dirais, les acteurs en présence sont pratiquement dans... Il y a un temps très court. L'opposition, malheureusement, à mon avis, n'a pas véritablement préparé de longue date sa stratégie. Et là, maintenant, elle est un peu prise à court et elle est dans une posture de radicalisme face aussi à un parti au pouvoir qui, lui, a le sentiment d'être tient la bonne mesure des choses et se dit qu'est-ce qu'elle a gagné à véritablement négocier. Donc, nous sommes dans des positions très tranchées, c'est très difficile en ce moment. Mais par contre, je pense... si on retourne dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des moments où les hommes politiques, arrivés à un certain niveau, se sont parlé. Je pense qu'il y a cette possibilité. Est-ce que vous croyez que cette possibilité-là peut provenir? Je reste convaincu que nos acteurs politiques qui écument la scène politique depuis 30 ans, qui se connaissent, qui ont fait des alliances, voilà, chacun a été l'allié de chacun. Chacun, même si ce n'est pas vraiment, comme je disais la dernière fois, la Saint-Valentin pour tout le monde,
Mais je pense qu'à certains moments, ils peuvent se parler. Ils ont peut-être des amis intermédiaires ou encore d'autres chefs d'État. Mais il faut qu'il y ait un minimum de volonté. Et ce minimum de volonté pourrait, un temps soit peu, apaiser les choses. Mais là, nous sommes arrivés... Comment vous sondez aujourd'hui, de votre niveau de sociologue, comment vous sondez, comment vous appréhendez ce que veut le peuple aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que cela va imploser en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que ce que nous sommes en train de vivre, notamment cette crise préélectorale, va s'enliser, nous amener dans une crise post-électorale avec peut-être des révoltes ou avec des... Oui. Comment est-ce que vous appréhendez ça? C'est ce que je disais. En fait, le peuple globalement, on va dire l'attitude de la population ivoirienne, elle n'a plus pas envie de revivre le traumatisme de 2010. Ça, c'est commun. Mais par contre, vous trouverez dans chaque camp des acteurs qui sont prêts à s'affronter. Ça, c'est sûr. Et donc, quand je parlais des violences... Ils sont moins nombreux. Oui, ils sont certes moins nombreux, mais ils produiront quand même de la violence. Voilà, c'est ça un peu le regret. Mais on ne peut pas dire que ce sera comme la reprise de 2010. Maintenant, après, ma grosse crainte reste sur un acteur, à mon avis, qui m'est un peu inconnu. Parce que s'il n'y a pas deux armées comme en 2010, qu'il y a une armée, il y a un appareil sécuritaire, la capacité à pouvoir juguler ces tensions, ces violences communautaires, de prise en charge de ces violences par l'appareil sécuritaire, par nos forces de l'ordre, pour moi, reste une grosse question. Véritablement. Si les forces de l'ordre restent professionnelles, jusqu'à présent, on n'a pas vu véritablement de grandes bavures venant des forces de l'ordre et tout cela. La manière dont l'appareil sécuritaire va gérer un peu ces tensions sera cruciale si nous pourrons basculer dans une violence plus endémique ou pas. Alors moi, j'aimerais vous demander, quand je regarde quand même ce qui s'est passé à Bongouanou avec les violences intercommunautaires dont vous parlez entre les autochtones et les allogènes, on a vu la résidence de Pascal Afin-Guessan qui a été incendiée, et puis à côté de ça, le siège même du FPI à Bangolo qui a été incendié. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une éventuelle crise, on va dire, sociale, sur le plan social, d'une instabilité sociale? Bien sûr, je pense que... Parce qu'au-delà de la scène politique, les populations entre elles-mêmes ont l'air d'être en affront. Non, elles ont l'air d'être en affront. Et les conflits, d'abord je vais les conflits sont quelque chose de plus naturel dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés dans lesquelles vous irez, il y a des conflits. Le gros problème, c'est comment on gère ces conflits. Est-ce qu'on utilise la violence pour les gérer ou on les gère de façon pacifique? Et visiblement, pour la gestion des conflits, c'est le politique ou les mécanismes institutionnels qui sont dans cette société qui permettent de gérer au pacifique. Quand ces mécanismes sont en crise, je parlais tout à l'heure de la crise des figures sociales majeures qui étaient, si vous voulez, des soupapes ou des médiateurs qui permettaient de gérer les conflits au niveau local, notamment les conflits autour du foncier ou encore d'autres ressources économiques. Mais nous sommes là aujourd'hui arrivés à cette situation où il y a cette crise qu'on appelle de ces mécanismes-là. Monsieur Koné, deux missions de la CEDEAO, UA-ONU, c'est la deuxième. Est-ce que vous pensez que ces missions-là pourront apporter quelque chose à ce processus-là? Bon, je pense que la CEDEAO est quand même dans son rôle, comme je le disais d'entrée de jeu. Est-ce qu'elle n'est pas juste dans son rôle? Oui, elle est dans son rôle. Comment vous appréciez l'efficacité de ces missions-là? Après, c'est l'instrument qu'est la CEDEAO qui, face à toutes les crises dans la sous-région, n'a malheureusement pas toujours les moyens de coercition qui lui permettent elle ne fait que des recommandations. Mais ces recommandations, bon, si elles n'ont pas la force, ou je dirais les acteurs n'ont pas réellement ces pouvoirs de coercition, ça peut rester lettre morte. Maintenant, après, il faut dire qu'actuellement, les institutions internationales sont aussi un peu en crise. Là, il y a une crise du multilatéralisme au niveau international depuis que, avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, qui n'est du tout pas autour de cette doctrine du multilatéralisme, ce qui fait que des financements, par exemple, manquent beaucoup aussi pour des organisations sous-régionales telles que l'Union africaine et la CEDEAO, qui fait que finalement, souvent, ça neutralise et paralyse effectivement son efficacité si on prend en compte aussi les contradictions internes qui sont autour d'une institution entre plusieurs États. Monsieur Koné, est-ce que vous dites que ces missions sont finalement inutiles? Non. Pas qu'elles sont inutiles. Pas qu'elles sont inutiles, c'est parce qu'elles sont aussi... Oui. Je pense qu'au moins, elles essaient de définir des passerelles. Comme on dit, c'est une diplomatie préventive
plus ou moins, elle participe quand même à faire baisser la tension. D'accord. Mais après, bon, elle n'a pas les moyens de On parle un tout coercition. petit peu des cartes électorales. Cette distribution-là qui est perturbée, pensez-vous que cette distribution-là perturbée là, pourrait entacher le processus électoral? Oui, bien sûr que toute violence au sein du processus constitue quelque chose de dommageable pour le processus lui-même, en clair. Et après, moi, je me pose la question sur l'après-élection. Vous voyez, en 1995, on était dans le même schéma que ce schéma dans lequel nous sommes actuellement. C'est-à-dire l'opposition qui a annoncé un boycott actif et puis finalement, il y a eu le candidat du parti au pouvoir avec un autre candidat et puis c'était la même chose. Finalement, il y a eu aussi une crise de légitimité qui, on va dire, a été les éléments de graine du coup d'État qu'on va avoir en 1999. Donc, moi j'ai envie de savoir, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai vraiment envie de savoir, et peut-être qu'on va terminer dessus, quel est votre rôle, vous, en tant que sociologue? Quel a été le rôle du sociologue déjà dans le processus de réconciliation depuis tout ce qu'on a connu dans ce pays-là? Et quelle est votre place au niveau national aujourd'hui? Comment est-ce que vous aidez? Il y a un travail qui est fait, vous savez, chacun a son rôle dans un pays. Les chercheurs, les universitaires travaillent, font un décryptage, un diagnostic de la société, proposent des solutions et c'est le politique qui prend des décisions. Les crises à répétition en Côte d'Ivoire ont longtemps été déjà, si vous voulez, en termes d'analyse prospective, ont été déjà plutôt prévenus par les analystes, que ce soit des sociologues, des historiens et autres, tout cela. Parce que ce que nous vivons, ne croyons pas que nous sommes les seuls au monde à avoir vécu ça. Dans d'autres régions du monde, d'autres crises, on sait très bien quels sont les discours qui peuvent entraîner la guerre, comme on l'a vu au Rwanda. Donc, il y a des articles qui sont écrits. Peut-être qu'il y a un déficit de communication dans un langage ordinaire qui puisse finalement arriver à convaincre les citoyens à la base. Mais comme je le dis, ça aussi, c'est le rôle de la société civile. Cette société civile qui est capable de jouer, comme j'ai dit, son rôle d'éveil, de veille et une force de proposition. Donc, les chercheurs ou les analystes, les sociologues ne peuvent pas tout faire. Ils écrivent, ils disent, ils préviennent, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que les politiques en font? Qu'est-ce que la société civile en fait? C'est ça la grosse question. Merci M. Koné Fayama. On a été très heureux de vous recevoir sur notre plateau, de partager avec vous vos différentes analyses. Messieurs, mesdames, je vous vois à la maison. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez grand soin de vous et des autres. Et votre programme face à la Côte d'Ivoire, votre émission reviendra mercredi prochain sous un autre format. Elle s'intitulera Candidat approché et donnera l'occasion aux candidats de venir s'expliquer et expliquer leurs différents programmes à nos téléspectateurs et à la population. Merci. Quant à nous, vous donne rendez-vous, je l'ai dit, demain. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde.